Donc bonjour, moi je suis Dominique Pianon, donc j'ai créé cabinet Triple Sens l'année dernière après avoir été en charge de la filière culture et patrimoine dans le service d'investissement de la Caisse des dépôts. Et donc j'ai participé à l'aventure du lancement de Réinventer le patrimoine avec Delphine et Valère, une grande épopée et qui m'a donné envie donc d'ailleurs d'aller dans l'accompagnement au plus près des projets en créant ce cabinet. Donc ça a déjà été dit, ce sont des projets qui sont très très complexes et moi ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est que souvent les projets sortaient pas ou les projets étaient très longs pour des histoires de gouvernance. Parce que dans les projets de patrimoine, il y a des histoires techniques, il y a des histoires juridiques, mais il y a surtout des histoires humaines qu'on a tendance un peu à négliger, mais au final, c'est toujours à ça qu'on en revient. Donc voilà. Donc triple sens pour les trois acceptations du mot sens, la direction, la signification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on partage comme valeur, pourquoi on fait ce projet, et enfin les sensations, parce qu'il faut aussi mettre un peu d'empathie, voilà, de bienveillance pour que tout le monde se sente bien. Et quand on a les trois dimensions, direction, sensation, signification, il y a de grandes chances que ça se passe mieux. Je ne dis pas bien, mais au moins mieux. Alors, donc, cette phrase un peu en introduction donc, de Pablo Servigné qui a écrit avec Gauthier Chapelle un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et si vous lisez le livre, vous verrez que l'entraide, c'est la loi de la jungle. En fait, la loi de la jungle, où c'est la bagarre, etc., ça s'est apparu au 19e siècle, en même temps que certains modèles économiques notamment. Mais la coopération entre espèces dans le vivant, puisque c'est donc un livre qui traite de ça, dit que bon, c'est grâce à ça que la vie est apparue et que les structures les plus coopératives, donc dès le départ, sont aussi les plus résilientes. Alors, bon, de là à dire qu'il n'y a plus de coopération, il y a la disparition de la vie, je vous laisse méditer le sujet, mais c'est un peu un débat aujourd'hui. Alors, ce que nous allons évoquer ensemble, donc 4 parties. Donc, comprendre les enjeux de la concertation, déjà. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des projets qui partent classiquement. Il y a le projet d'un élu, et puis, voilà, en bas, c'est pas trop bien comment ça se passe. Il y a quelqu'un à qui on confie le projet, à qui on donne la casquette de chef de projet. Il sait pas trop souvent ce qu'on attend de lui, etc. Donc, il y a plein de gens à concerter. Donc, pourquoi, je veux dire déjà, pourquoi concerter ? Ensuite, donc, bon, bah, qu'est-ce que c'est que la gouvernance ? Comment on construit ça ? Comment on peut faire pratiquement pour mettre en place des ateliers donc de concertation, de co-construction. Et enfin, j'évoquerai rapidement la gouvernance en phase d'exploitation, mais là encore, donc sur l'aspect organisation humaine, donc organisation managériale, plutôt que sur l'aspect juridique, puisque vous aurez demain donc une intervention spécialisée là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que la gouvernance ? Donc, bon, ça, je rappelle, mais vous le savez, en fait, c'est un terme très générique qui vient de l'anglais. Donc, ça traduit des règles, des processus, donc des organes aussi de décision et la place de chacun dans une organisation de projet. Donc, c'est un ensemble donc très très large dont on va balayer tous les aspects le long de la présentation. Alors, ce que ce n'est pas, parce que donc on parle de gouvernance, on parle de collectif, il n'est pas question que tout le monde, c'est pas le gros bazar, tout le monde ne décide pas de tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, toutes les décisions ne sont pas collectives, voilà. Et puis c'est pas simple quand même à mettre en œuvre. On est dans de la complexité de projet, mais la gouvernance aussi, c'est quelque chose
de complexe, voilà, différence entre compliqué et complexe, et il y a une de vos collègues tout à l'heure à la pause qui utilisait le terme d'agilité, qui demande pas mal d'agilité. Alors, donc, pour introduire ça, je ne sais pas si vous connaissez en fait cette fresque de Sienne qui date du XIVe siècle de Ambrogio Lorenzetti, donc qui est donc dans le palais de la Paix et qui s'appelle l'Agorie, les effets du bon et du mauvais gouvernement. Alors j'ai mis cette fresque parce que elle redevient très à la mode en ce moment et elle est beaucoup utilisée. Parce qu'à Sienne, en fait, pendant 40 ans, au XIVe siècle, il y a eu un mode de gouvernance de la cité assez révolutionnaire et innovant. On avait un tirage au sort de 9 citoyens, en fait. Bon, alors, c'est sûrement pas n'importe quel citoyen, mais qui donc faisaient office de gouvernement. Ils étaient renouvelés donc tous les 2 ans, donc une gouvernance très très participative. Donc, il y a un contraste entre la fresque, en fait, elle est sur 4 murs. Bon, elle n'est pas en très bon état partout, mais l'idée, c'est de dire que, bon, bah voilà, le bon gouvernement, vous avez deviné, c'est celui qui est là sur votre gauche, où vous voyez un système donc, de gouvernement avec plein de gens, donc très associatifs, etc. Ça donne des champs où il pousse beaucoup de choses, où il y a une prospérité. La ville est ouverte sur la campagne, donc inversement. Et le mauvais gouvernement qui est en haut, très resserré, avec un aspect un peu tyrannique, ça donne des champs très moches où il pousse rien, donc le désert, etc. Donc, je reviens en arrière. Dans la fresque du bon gouvernement, en haut, donc il y a un grand barbu là. C'est une allégorie en fait. C'est pas un personnage, c'est quelqu'un qui représente le bien commun. Et bon, c'est assez intéressant, je veux dire, de faire le parallèle avec le patrimoine, parce que vous avez peut-être entendu parler, je veux dire, aujourd'hui, de tous les mouvements qui considèrent que, bon, alors d'abord du courant sur les communs, d'une façon générale, c'est-à-dire que bon, des choses qui appartiennent un peu à tout le monde, ça a beau y avoir des propriétaires publics ou privés, mais on estime que pour tout un tas de raisons, c'est un bien commun, et le patrimoine donc peut rentrer dans cette catégorie. C'est-à-dire, il peut y avoir pour un patrimoine effectivement un propriétaire public ou privé, mais le patrimoine fait partie d'une histoire locale qui a été partagée par les habitants donc depuis très très longtemps. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le paysage. Souvent, on a des bâtiments qui sont très très beaux aussi, et la beauté appartient à tout le monde. Donc voilà, je trouve ça intéressant de faire le parallèle avec le patrimoine. Et donc à la droite du bien commun, complètement au bout, il y a un personnage qui symbolise la justice et que moi j'ai choisi pour symboliser le chef de projet. Donc responsable des équilibres, vous voyez, qui fait la balance entre plein de choses. Donc vous retrouverez ce personnage dans quelques slides. Et donc vous voyez qu'il est au milieu de tout un système. C'est-à-dire que plein de choses à gérer, donc autour de lui, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des interactions donc dans tous les sens, et lui donc il doit veiller à ce que ce système soit pas quand même trop désorganisé. Alors sa feuille de route essentielle, c'est d'abord d'identifier les parties prenantes sur un projet, déclarer ou non. Parce qu'il peut y avoir, donc on le verra, des parties prenantes dont on n'a pas idée au départ, mais qui s'avèrent être des vrais acteurs qu'il faut intégrer. Alors ça, c'est la première chose, ces parties prenantes, parce que donc certaines d'entre elles doivent être absolument associées aux décisions. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on perd de vue ou qu'on n'a pas en tête. Donc, il y a une pluridisciplinarité des approches et des acteurs. Et d'autres, en fait, qui peuvent avoir des intérêts qui sont affectés par le projet. Donc, bon, ça, vous avez peut-être une idée. Il peut y avoir des associations, des riverains, etc.
Donc, il y a des acteurs qu'il faut associer, je veux dire, de par leur statut, donc leur métier, etc. Mais d'autres où on a moins le réflexe, et là aussi, ça peut s'avérer une vraie difficulté pour la conduite des projets. Donc, recueillir leurs besoins et attentes, savoir ce qu'elles ont un peu, je vais dire, quelle est leur appétence pour le projet ou pas, d'ailleurs, leur opposition. Et donc, la gouvernance, c'est effectivement donc, définir une démarche qui va permettre d'engager ces acteurs donc, dans un projet commun avec un minimum de vision partagée. Alors bon, je le redirai, je veux dire, une vision partagée totale sur les projets, c'est pas possible, mais un minimum quand même, parce que si on rame pas un minimum dans le même sens, ça peut pas aller. Alors quelque chose de fondamental, c'est de prendre ce temps pour en gagner ensuite. Et ça, avec les élus, bon, moi, c'est quelque chose que j'avais constaté beaucoup, c'est qu'il y a le temps des élus, il y a le temps des projets, et donc voilà, il faut que les projets aillent vite, vite, vite. Donc généralement, cette période amont, on la zappe, voilà. Seulement quand on la zappe, eh bien, on a des difficultés sur lesquelles je reviendrai par la suite. Alors, comprendre les enjeux de la concertation. Alors, des acteurs clés. Et j'ai mis des petits points. On est une collectivité. Bon, alors vous connaissez peut-être tout ça par cœur, hein, je veux dire, donc des redites, mais on verra après. Le commanditeur ou le commanditaire et le porteur de projet. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il porte un projet, mais peut-être pas que. Et donc, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière aussi, on y reviendra. Le chef de projet, mais tous les services de la collectivité, qu'ils soient administratifs, personnels, très important, l'architecte des bâtiments de France, donc à intégrer aussi la DRAC, les services déconcentrés de l'État, donc les domaines DREAL, je veux dire, s'il y a un peu de verdure, mais les collectivités donc locales avoisinantes, communes, EPCI, départements, régions, les pompiers, donc le SDIS, et selon après donc les contextes particuliers, il y en a peut-être d'autres. Donc ça, je dirais, c'est le noyau de base. Tous ces gens-là ont un avis sur les projets et un avis donc à considérer. Mais il y a d'autres projets, il y a d'autres acteurs, effectivement, qu'on n'a pas trop l'habitude d'intégrer dès le départ. Alors souvent, quand on a un projet donc de réhabilitation de patrimoine, on a quelquefois un exploitant, un futur exploitant, un hôtelier par exemple, ou un animateur de tiers-lieux, etc. Donc bon, pour reprendre ce qu'ont dit Charlotte et Jean-Jacques juste à présent, le fait de faire la coque au départ et de dire bon bah maintenant que c'est fini, venez. C'est pas très opérationnel parce que pour un hôtel, pour un restaurant, pour un espace culturel, celui qui va exploiter derrière, il a une idée de comment ça va se passer pour les circulations, etc. Et donc ça s'invente pas. Il n'y a qu'un hôtelier qui peut le dire quand l'hôtel est fait. Donc d'intégrer en fait ces exploitants le plus en amont possible. Alors on l'a pas toujours au départ, mais dès qu'il est là, au moins l'intégrer. Les entreprises locales et les associations locales, parce que ça peut être des relais, des partenaires, en fait, des relais de financement, donc aussi, donc ça dépend des cas, et puis des partenaires parce qu'il peut y avoir des attentes d'usage qui peuvent être développées dans ces bâtiments. Et enfin, les riverains et alors petit focus sur les associations. Non, moi j'en parlerai après. Les riverains et les habitants, parce que bon, les riverains sont les premiers concernés par le bâtiment, donc on oublie souvent, je veux dire, de les mettre dans la boucle. Et les habitants, parce que de toute façon, il y a aujourd'hui de plus en plus d'appétence, et aussi dans cette mouvance de bien commun dont je parlais, des habitants à définir en fait à participer à leur cadre de vie, et notamment dans le patrimoine. Et ça, c'est assez surprenant. Je prendrai des exemples aussi, mais il y a beaucoup d'intérêt pour le patrimoine. Intérêt
voit, hein, je veux dire, tout ce qui est journée du patrimoine, même le loto du patrimoine de Stéphane Bern, c'est un succès, je veux dire, complètement dingue. Donc il y a un vrai engouement pour le patrimoine, et ça, il faut pas le perdre de vue. Alors, associer, concerter, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a vraiment différents niveaux et que tous les acteurs, probablement, ne seront pas associés de la même façon selon leur degré de participation au projet. Alors, en bas de l'échelle, mais c'est déjà énorme, donc on a l'information sur le projet. Quelquefois, c'est même pas fait. Bon, une information globale sur, voilà, il va y avoir un projet à tel endroit, voilà ce qu'on projette de faire, etc. Un deuxième degré qui est celui de la consultation, c'est-à-dire que, bon, c'est pas seulement descendant, c'est qu'on consulte les avis. Bon, ça ne nous empêche pas de décider, mais on a entendu donc en retour ce que les gens avaient à dire sur le projet. La concertation, c'est donc un niveau un peu supérieur où là, on va, voilà, il y a des avis qui sont importants. Donc, on peut décider de passer outre, mais à ce moment-là, ça ne va pas forcément bien se passer. Il y a la vraie co-construction de projet. Donc là, on se met autour de la table et on co-construit le projet jusqu'à l'étape ultime de co-gestion. Donc, bon, on ne va pas rêver dans les projets de patrimoine. Il n'y a pas forcément nécessité, je veux dire, de faire de la co-construction tout le temps, mais déjà de bien avoir, selon les publics, cette échelle de la participation en tête pour savoir comment associer chacun des acteurs à la gouvernance qui est notre sujet. Alors, pourquoi concerter associé? On a déjà donc abordé certaines dimensions. Donc, sont des projets complexes, pluridisciplinaires qui associent plein de monde. Donc, déjà, pour être sûr qu'on a bien balayé l'ensemble donc des acteurs qu'on devait consulter. Pour garantir un engagement, une mobilisation dans le temps, parce que ce sont des projets longs. Donc plus on associe les gens en amont, donc c'est pareil, et plus on concerte, plus on va les attacher, entre guillemets, au projet et les embarquer dans cette aventure collective. Pour enrichir le projet, parce que même si on est un porteur de projet génial, un visionnaire, etc., les autres peuvent avoir d'autres idées intéressantes, en fait aussi, et assez pragmatique aussi, si notamment on se concentre sur les usages citoyens. Pour gagner du temps, donc ça, je vais dire, je l'ai dit, pour mobiliser des aides financières, parce qu'il peut y avoir, alors là, je pense aux collectivités donc autour, et ça, il y a pas mal de projets, je veux dire, qui restent cantonnés donc sur leur collectivité un peu de base, mais donc les régions, départements, voire programmes européens aussi peuvent apporter des financements. Et je parlais des entreprises, il peut y avoir du mécénat. Donc aussi, et les financements pour les projets de réhabilitation de patrimoine. Donc vous le savez, c'est quelque chose d'essentiel. Ce sont des projets qui coûtent très cher. Donc là, il ne faut pas faire l'économie des possibilités. Alors pour enrayer les capacités de nuisance, parce que j'y reviendrai, il peut y en avoir de réels. Je vais l'illustrer par des exemples. Donc il vaut mieux mettre, entre guillemets, les opposants à la même table que soi au départ, plutôt que de se les prendre comme un boomerang au bout de 2 ans quand on dépose l'œuvre finale du projet. Parce que l'ancrage local est une nécessité pour la réussite des projets. Un projet, ça s'ancre donc dans un territoire, donc ça ne peut pas se faire contre un territoire, il faut le faire avec, il faut le faire à l'intérieur d'un projet d'urbanisme, etc., voir comment il s'inscrit. Et la consultation citoyenne, donc le bien commun, j'en ai déjà parlé. Alors, exemple, donc là, on va prendre une association, je prends le projet du hangar Y qui est à côté de Meudon. Donc, vous voyez sur votre gauche, donc l'état ancien du bâtiment, une friche donc dans le bois de Meudon avec un étang, etc. Bon,
Alors, vous voyez, bon, le projet, il est sorti, il est ouvert aujourd'hui. Ce qu'on en a fait, devant, il y a un magnifique restaurant sur l'eau. Donc voilà. Alors, les porteurs de projet, les premières fois où ils sont allés se balader sur le site, ont vu des pêcheurs avec une petite cabane. Et se sont dit, oulala, ceux-là, ils ont l'habitude de venir là, ils ont l'air d'être assez nombreux, donc on va éviter les emmerdes futures, en fait, je veux dire, parce que c'est typiquement donc un sujet de recours, etc. Donc ils sont allés les voir très très vite. Bon, il y a quelque chose qui a été dealé avec eux. Bon, de pouvoir accueillir la cabane un petit peu plus loin, je veux le dire, de leur donner des droits d'accès aussi, parce que du coup, le site était complètement fermé, hein, donc voilà, et changer, pas tout à fait de propriétaire, parce que c'est un bail emphytéotique de l'État, je veux dire, mais avec un accès fermé. Donc ça, typiquement, dès l'amont, et c'était pas évident. Je veux dire, on peut, je veux dire, quand on a pas forcément repéré les pêcheurs quand on va visiter un lieu, mais typiquement, alors là, c'est les pêcheurs, mais ailleurs, ça peut être une association historique, ça peut être, voilà. Et donc, des gens qui peuvent avoir le temps, en fait, de monter des recours, voilà, et qui peuvent, bon, bah, carrément, donc, empêcher les projets de sortie. Alors, le deuxième projet que je voulais prendre, c'est donc la prison de Pontagnoux de Brest. Il y a énormément de projets sur les prisons, en fait, donc voilà, parce que elles sont plus du tout aux normes, donc en centre collectivité, donc on les reconstruit ailleurs, des neuves, et sont souvent des bâtiments historiques. Alors celui-là est assez moche, mais il y a de très beaux bâtiments. Et là, pour le coup, Pontagnoux, c'est assez emblématique. Alors voilà, ça se trouve à Brest, dans le quartier en devenir de Brest, avec une vue pour ce bâtiment sur la mer, sur la recouvrance, etc. Une vue unique, enfin bon, un truc de dingue. Donc il y a eu un premier projet d'un promoteur pour faire des résidences de luxe, donc des appartements de luxe dans ce bâtiment. Qui a suscité un tollé, là pour le coup, des riverains et des associations locales, et deux associations notamment, une association une association d'anciens résistants et d'enfants d'anciens résistants, parce que c'était un haut lieu de souffrance pendant la résistance, et autrement les prisonniers, les anciens prisonniers, qui donc ont manifesté toutes leurs émotions en disant non, nous on a souffert dans ce lieu, je veux dire, on va pas faire des trucs de luxe, je veux dire, pour des nantis, etc. Donc la ville a donc laissé tomber le projet et a lancé un appel à projet l'année dernière pour faire autrement, en demandant à ce que donc les associations, les riverains soient quand même consultés dans le cadre du projet. Donc voilà, mais ce que je voulais, alors bon, le projet qui a gagné l'a fait, bien sûr. Donc ceux qui ont perdu l'ont pas fait, mais bon, même si c'est demandé, on s'aperçoit, je veux dire que bon, il n'y a pas forcément, il y a pas forcément d'appétence pour aller chercher du collectif. Mais ce que je voulais illustrer là, c'était surtout l'association de l'ABF, donc dès le départ, il y avait un cahier des charges vraiment très très strict sur ce bâtiment qui était pourtant moche, en disant on fait pas n'importe quoi, c'est historique, c'est un des seuls bâtiments de Brest qui a été sauvé des bombardements. Il faut absolument qu'on garde les façades, qu'on garde les niveaux, qu'on garde le toit, etc. Bon, donc assez contraint. Et en fait, le bâtiment qui a gagné aujourd'hui, c'est celui-là. Donc on se dit, ouais, franchement, il y a une grande liberté qui a été prise avec le cahier des charges et le bâtiment d'origine. Mais ça s'est fait grâce vraiment à une itération de l'association de l'ABF à chaque moment du projet. C'est-à-dire, voilà, petit à petit, au départ, bon, on va faire tel projet. Nous, on aurait, un souhait d'ouvrir la façade, on verra. Et à chaque mouture du projet, en fait, architectural, l'ABF a été consulté, et ce qui est sorti, c'est ça. Voilà.
Donc, entre ça et ça, si l'ABF, je veux dire, n'avait pas été consultée, il y a de fortes chances que le projet, là, aurait été retoqué. Parce que justement, les usages n'avaient pas été expliqués, absence de concertation, etc. Donc bon, c'est quand même... ça vaut quand même le coup. Alors, la posture du chef de projet, bon, je ne vais pas m'étaler, aller vers de l'écoute. Alors, quand on associe les gens aussi, il y a un truc qui est très important, ça paraît trivial, mais c'est pas souvent fait, c'est qu'on recueille l'avis de la population, je veux dire, etc. Bon, c'est très important de dire, bon, on va pas faire tout ce que vous avez dit, hein, voilà, on va prendre certaines idées et tout, pas promettre la lune en fait et pas tenir les engagements derrière, parce que ça c'est pire que ce qui on n'avait rien fait. Et derrière encore opposition, etc. Donc il y a un suivi, voilà, il faut en informer quand même les personnes qu'on a consultées. Alors maintenant, dans le comment on vient sur le sujet de la gouvernance, comment on rentre dans le vif du sujet un peu de la mise en place des instances, du fonctionnement de projets. Donc 3 niveaux, il y a vraiment donc le projet par qui il est porté, et ça faut bien le distinguer. Ça peut être une personne, ça peut être un collectif, mais c'est celui qui porte le projet, celui ou celle qui porte le projet. Donc, il y a une vigilance particulière, donc à voir, j'y reviendrai. Il y a une équipe de projet, donc à mettre en place, et il y a des contributeurs. Alors, ça paraît encore une fois trivial, mais c'est pas si clair que ça en fait toujours. On dit au chef de projet, voilà, tu vas faire une équipe de projet, il y aura telle personne dedans, tu vas faire un comité de pilotage, il y aura 25 personnes, il y aura le sous-préfet, le directeur de la Comcom, voilà, etc. Et tout ça, ça fait un truc souvent ingérable. Et qu'on a du mal à faire fonctionner et à faire vivre, surtout quand on est, je veux dire, que le porteur de projet d'un truc comme ça. Alors, l'équipe, c'est la base, c'est-à-dire le chef de projet, il s'entoure vraiment de personnes, d'abord elle n'est pas nombreuse, mais de personnes qui ont vraiment une plus-value dans le projet, une valeur ajoutée, et donc les questions à se poser, parce que moi je vous propose de raisonner en fait en termes de questions. C'est pas dire voilà il faut ci, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est qui est à bord en fait, qui est à bord pour y faire quoi, parce que bon c'est pas la peine d'être 50. Je veux dire si les personnes qui sont là ont pas de plus-value, de valeur ajoutée ou même d'envie. Parce que souvent c'est ça, je veux dire, des gens qui se trouvent donc obligés de contribuer à un projet, traînant les pieds, je veux dire, et dans ces cas-là, ça peut être vraiment un problème aussi. Alors, c'est quoi le périmètre du projet ? Ça paraît bête aussi, mais souvent, ça aussi, c'est flou. Est-ce que le projet, c'est le bâtiment et les jardins ? Est-ce que le projet, c'est que le bâtiment ? Est-ce que c'est que cette partie du bâtiment ? Le contexte et puis les enjeux politiques aussi. Je parlais du temps politique. Pourquoi on veut faire ce projet ? Je veux dire, est-ce que c'est un projet d'usage, donc de réhabilitation, ou bien on fait ça parce que ça fait seulement ça ça fait bien dans le décor, voilà, et qu'on va déposer beaucoup d'argent. Alors, je vais pas détailler le petit schéma, vous l'aurez dans les slides. Moi, j'aime bien ce schéma qui décrit un peu l'équipe de projet, parce qu'il y a ceux qui sont dans le bateau et qui ont des fonctions bien particulières, mais on voit qu'il y en a qui sont aussi un petit peu à côté, qui nagent avant les autres, voilà, ceux qui ont besoin d'une bouée, ceux qui se noient. Je veux dire qu'il faut peut-être aller rattraper à certains moments. Mais donc l'équipe de projet, c'est on est bien donc au bord du bateau tous ensemble. Alors après, il y a les contributeurs. Donc ça, si on revient sur l'échelle de la gouvernance de tout à l'heure, c'est là où on va trouver
toutes les personnes, je veux dire, qui ne sont pas forcément associées au montage, mais dont la vie est très très important. Donc là aussi, question, qui contribue? Est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'ils y gagnent quelque chose? Quels sont leurs enjeux à eux? Parce que s'ils ont tout à perdre, on va avoir du mal à les embarquer. Et aussi, à quel moment on les embarque? Parce que ce n'est pas forcément tout le temps. Donc là, le schéma, c'est voilà, chacun a une pièce du puzzle. Il y en a qui apportent des idées, il y en a qui apportent des euros. Donc voilà, donc savoir comment on associe tous ces gens-là. Et puis alors aussi après, donc les règles de fonctionnement, les instances de pilotage, comment et où se prennent les décisions, à travers quelles instances et comment s'organise le suivi du projet. Donc là, je vous ai mis des exemples en fait de gouvernance. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais encore sur les stades. Là, on trouve quelque chose. Alors, bon, c'est un rapprochement. Bon, si vous travaillez dans les collectivités, mais on peut faire des rapprochements avec d'autres modèles. Donc là, pour le coup, c'est une coopérative. Donc là, on a quelque chose d'assez classique avec donc une AG, des comités d'engagement, des comités de décision, un comité de direction, etc. Donc bon, ça peut aller du plus classique comme ça, mais déjà ça a le mérite d'exister parce qu'on a bien le schéma et on voit, je veux dire, où se prennent les décisions et comment on consulte. Mais là, bon, vous avez quelque chose de moins classique, c'est la gouvernance des grands voisins. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet de tiers-lieux qu'il y a eu dans le cadre de la réhabilitation de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Donc, avec une animation donc, de plusieurs acteurs sur le lieu. Il y a eu de l'habitat de l'habitat très 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 social, plus une activité de tiers-lieu. Donc j'y reviendrai aussi. Je veux dire, souvent sur les lieux de patrimoine, il y a beaucoup d'acteurs, je veux dire comme ça, qui cohabitent. Et donc c'est intéressant d'organiser la cohabitation. Alors donc aux grands voisins, on a différents groupes, on a des cercles donc thématiques qui vont être chargés de proposer des idées, etc. Pas de pouvoir décisionnel. On a des comités qui décident, donc un comité qui décide sur la programmation, un comité sur le travail social, un comité sur technique et espace. On a l'équipe de coordination qui coordonne tout ça et on a un grand conseil donc, des voisins qui se réunit à intervalles réguliers. On ne rentre pas dans les détails, mais donc on voit qu'il y a des cercles de décision qui existent, mais il y a d'autres cercles qui ont plus en charge de la réflexion, de la proposition, etc. Et donc, il y a l'articulation de tout ça qu'il faut organiser avec, pareil, de l'agilité, mais finalement, ça fait sens. Voilà. Et puis, petit clin d'œil sur le familistère de Guise. Ça, c'est le modèle de gouvernance qui existait au XIXe siècle, au moment du projet. Là non plus, on ne rentre pas dans les détails, mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a différents comités, des conseils, etc. Bon, l'idée là à retenir, c'est qu'il n'y a pas simplement un chef de projet et un copil. Parce que moi, dans ce que j'ai pu observer, c'est ça. Il y a un porteur de projet, un chef de projet et un copil avec 25 personnes. C'est qu'il peut y avoir d'autres instances où on organise d'autres moments de la vie des projets. Alors, là-dedans, la posture de la chef de projet, la première chose, c'est d'aller vraiment voir le porteur de projet, ce qu'il a dans les tripes. Parce qu'il peut y avoir des choses décrites sur le projet, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il en attend? Et ça, il faut vraiment le savoir. Et c'est pas forcément évident. Il va peut-être se livrer. Il y a peut-être effectivement des échéances politiques, des choses comme ça. Il vaut mieux les avoir en tête. Et surtout l'interroger aussi sur la façon dont il voit le fonctionnement de votre binôme.
parce que donc on peut avoir des chefs de projet qui sont très très loin du commanditeur ou du porteur de projet. Et ça, c'est une des premières clés de succès, c'est ce binôme, comment il va fonctionner. Alors, la clarté à l'organisation du projet, bon, bah, ça, c'est se poser toutes les questions qu'on a vues avant. Voilà, je fais quoi là. Et c'est le chef de projet qui est en charge, en fait, de mettre ça noir sur blanc. Ça paraît idiot, je veux dire, mais chacun peut se reporter. Quand c'est formalisé, alors il ne faut pas que ce soit, parce qu'il faut de l'agilité. Quand même, on en a déjà parlé, mais le fait que ça existe, que ce soit formalisé, donc ça peut éviter des dérives, etc. Et tout le monde peut se référer, je veux dire, à cette organisation de projet qui est partagée. Alors, donc j'ai mis organiser au moins une réunion sur la vision partagée du projet. Bon, l'équipe de projet, est-ce que donc on roule ensemble et le comité de pilotage aussi, si bon, pour prendre une organisation classique, c'est au moins voir ce qui rassemble les acteurs sur le projet, parce que bon, je donnerai un exemple après. Si on rame pas dans le même sens, on va pas y arriver. Donc, pas organiser un processus de vision partagée vraiment très exhaustif, etc., mais qu'il y ait au moins une réunion là-dessus. Peu de membres pour le pilotage parce qu'à 25, on ne décide pas. Voilà. Et dans les copiles de 25, bon, tout le monde n'a pas la même fonction, pas forcément, je veux dire, ni une implication dans le projet, ni un avis sur la question, mais plutôt de resserrer donc les structures de pilotage et ouvrir à d'autres instances où on peut faire autre chose. Et j'ai mis donc en dernier, ce qui paraît l'essentiel, c'est se préserver, parce que moi j'ai vu beaucoup de chefs de projet frôler le burn-out, en fait, avec tout ce qu'on demande, tout ce qui repose sur les épaules, dans cette complexité à la fois de projet, mais de gouvernance, parce qu'on est pris entre voilà, des politiques, des architectes, des administratifs qui vont pas donner les autorisations ou les données, etc. Donc, au bout d'un moment, c'est bien distingué aussi, c'est pour ça que je parlais du binôme et du périmètre, ceux qui relèvent de ma fonction de chef de projet et ceux qui n'en relèvent pas. Trouver quand même des alliés et si possible les mettre dans l'équipe de projet, et si ça s'avère trop important, ben dire voilà, certaines parties qu'on délègue ou bien carrément c'est pas pour moi. Voilà, donc voilà, moi un des messages essentiels c'est ça aussi, il faut pas il faut se préserver et une manière de se préserver c'est aussi de formaliser les choses. Alors, atelier de co-construction, concertation, là je vais donner des exemples. Alors, un exemple qui est celui du château de Pange, qui se trouve donc dans la Moselle, qui est un château donc là privé, donc pour le coup, et qui se trouve à la lisière du village de Pange, qui compte 1200 habitants. Le propriétaire, donc les propriétaires sont une famille. Le porteur de projet aujourd'hui, c'est l'un des fils qui est directeur d'une compagnie de théâtre, en fait, et donc qui a voulu réhabiliter ce lieu en disant j'en fais un lieu ouvert sur le territoire, j'ouvre donc complètement, ce qui n'était pas le cas, donc il y avait des visites classiques du château, mais je vais faire un projet sur 3 pieds. Il y a un programme culturel, bon, et là c'est mon job, donc là je ne vais pas trop concerter pour le faire. Je veux dire, c'est mon projet, et il y a des résidences d'artistes, enfin ils consultent un peu, mais c'est quand même, voilà. Il y a, bon, je ne vais pas pouvoir financer ça tout seul, donc je vais faire une partie économique, donc voilà, ce qui rapporte, c'est les privatisations d'espace, l'hébergement, la restauration, donc etc. Donc là, voilà. Et puis je vais faire une partie donc ouverte sur le territoire. Alors, en allant un petit peu moins, un petit peu plus loin que la buvette ou les activités de tiers-lieu un peu classiques, mais en disant il y a peut-être d'autres usages qu'on pourrait faire donc dans l'enceinte de Pange.
des crèches, des ateliers, voilà, des choses comme ça. Donc, pour faire ça, on va interroger les habitants. Voilà. Ce qu'ils veulent sur cet espace-là, pas sur le truc complètement global. Donc, dans le but de les informer, voilà, en disant il y a un projet sur Pange, on vous consulte, et en plus, on vient de monter une association, donc on a besoin de créer une communauté autour de ce projet. Donc, si vous adhérez, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Donc, on a organisé cette consultation l'année dernière, donc un samedi après-midi. Il faisait très beau. C'était après les journées du patrimoine. Et quand on invite les gens, qu'on leur donne envie de venir, eh ben, ils viennent. Et là, ils sont venus. Il y a eu 60 personnes, donc quand même, avec un public complètement intergénérationnel. On avait prévu d'occuper les enfants en leur faisant faire une fresque par les artistes qui étaient en résidence sur le lieu. Et donc, on les a interrogés en alternant des séances d'ateliers, de groupes de travail, de restitution en public, en posant des questions très simples. C'est quoi pour vous le château de Pange ? Pour savoir un peu les représentations que les habitants avaient de ce lieu devant lequel ils passaient tous les jours, mais voilà, quoi ça correspond dans l'imaginaire. Et donc différents ateliers après sur les besoins des habitants. Donc qu'est-ce qui leur donnerait envie de venir à Pange, en quoi Pange pourrait transformer leur quotidien et interroger sur les usages, et en quoi Pange pourrait participer à la dynamique citoyenne et environnementale du territoire. Alors, ces ateliers, en fait, ont été très participatifs, donc avec des méthodologies, bien sûr, d'animation différenciée, etc. Mais quand on donne la parole aux gens, toujours, ils l'apprennent. Et là, moi, ce qui m'a frappé, notamment, je me rappelle, dans mon atelier, il y avait 2 jeunes filles qui avaient 13-14 ans, ça faisait 2 semaines qu'elles travaillaient sur le truc, et voilà, qui avaient dit, moi, à Pange, j'ai envie de voir ci, ça. Donc, il y a vraiment une vraie appétence pour la définition des usages, et dans ce qui est sorti, il y avait déjà un matériau complètement dingue pour les porteurs de projets à étudier, avant même que le projet ait démarré. Alors, voilà, quelques photos avec les restitutions. On enchaîne sur Guise, qui est notre fil rouge. Donc, il y avait un beau bâtiment réhabilité par Charlotte et Jean-Jacques. Et donc là, les porteurs de projets ont voulu organiser, de la même façon, une consultation, mais là plus avec l'écosystème local, c'est-à-dire les associations, les entreprises. Donc il y avait un sujet autour de la formation, c'est les organismes de formation qui étaient sur place, d'éventuels exploitants du futur lieu. Je crois que j'ai mis les participants après. Ouais, c'est ça, concevoir des griffes de service. Voilà, les participants, des acteurs culturels, leurs locaux et nationaux. Ils avaient fait venir des gens du national ici, des entreprises locales, des acteurs du tourisme, acteurs du logement et de l'urbanisme aussi, et les représentants de l'État et des collectivités locales. Bon, alors, sous forme d'un marathon créatif de 36 heures, une espèce d'hackathon pour définir les concepts et usages de ce lieu. Donc selon une méthodologie d'animation aussi, et donc là on était sur 2 jours. Alors, je laisserai la parole à Valère à la fin pour qu'il vous explique la fin de l'histoire, parce que donc ça, on a fait ça en 2020. Voilà. Donc où on en est justement et ce qu'a donné le Feministère Remix. Est-ce qu'on a conservé des idées ou pas? C'est intéressant de le savoir aussi. Alors. Voilà, ça. Alors, la posture du chef de projet est toujours ça. Soin de la communication amont, faut donner envie aux gens de venir. Donc, c'est sûr, si on fait pas une communication, je veux dire, un peu attrayante, les gens viennent
pas quand même. Organiser la convivialité, donc très très important. Ne serait-ce qu'accueillir les enfants, par exemple, je veux dire, voilà, ça amène du public qui viendrait pas autrement un samedi après-midi. Bien préparer les déroulés, parce que donc des ateliers de concertation, voilà, ça a vite fait de partir en vrille, parce que c'est mon compte à rebours. Si c'est pas animé, parce que bon, il y a toujours des gens qui veulent monopoliser la parole, donc etc. Donc ça part dans tous les sens. Donc bon, il y a un peu de rigueur là-dessus, et donc donner la parole à chacun. Donc ça c'est assez important. Donc même aux timides. Bon, je vous ai mis là simplement sur les outils, parce que je les détaille pas. Donc une ressource, un bouquin qui est super bien fait, qui a presque voilà, tous les outils d'animation collaboratif qu'on peut trouver, ce guide de l'organisation apprenante. Et j'ai trouvé que sur le site du ministère de l'économie, eh bien, il y avait toute une palette de fiches sur des outils collaboratifs qui sont assez intéressants. Donc, je vous invite aussi à aller consulter ce site pour les outils. Alors, dernière partie, gouvernance en phase d'exploitation. Donc là encore, je ne l'aborde pas sur le plan juridique. On peut avoir sur les sites patrimoniaux, donc qui sont des sites souvent assez grands, donc une diversité des usages. On peut avoir des usages culturels, touristiques, services, événementiels. Je veux dire, ça, on peut les balayer à l'infini. Qui dit diversité des usages dit diversité des acteurs présents. Il peut y avoir plusieurs propriétaires sur un même site. On va l'illustrer tout de suite. Il peut y avoir plusieurs exploitants et alors une diversité des publics. On peut avoir de l'intergénérationnel complet, donc différentes catégories pour les projets touristiques, d'hébergement, etc. Donc il faut absolument qu'au quotidien, ça s'organise. Voilà. Parce que si on a un opérateur événementiel qui fait un concert de métal le samedi soir, alors que ce même week-end, donc il y a des chambres d'hôtes qui sont destinées à voilà, parce que les gens viennent un petit peu viennent prendre un peu de tranquillité, donc ça va pas le faire. Je caricature, hein, mais à peine, donc quand même. Donc voilà, il faut organiser, ne serait-ce que pour les circulations, bon, tout un tas de choses, cette cohabitation en place, et ça aussi, c'est une question humaine et de gouvernance. Alors là, pour le coup, je parlais de vision partagée tout à l'heure. Là, quand on est donc dans une cohabitation et une gouvernance phase d'exploitation, là, il faut vraiment qu'on ait une vision partagée sur le projet. C'est-à-dire là, tous on rame dans le même sens. Un accord sur l'échelle de la participation, c'est-à-dire on est tous ensemble. Quelles décisions on peut prendre dans notre coin ou quelles décisions on est obligé donc de prendre de façon collective. Et une fois qu'on a déterminé ça, on parle de modèle juridique. Mais de la même façon, c'est pas le projet architectural qui va définir les usages, c'est pas le modèle juridique qui doit définir la gouvernance. Ça, on le voit qu'après, et demain, vous avez une séance sur les modèles juridiques, mais dans l'ordre, je veux dire, c'est déjà comment ça. Voilà, on réfléchit entre nous sur cette vision et de comment on voit la vie à l'intérieur du bâtiment. Là, il y a des questions que je ne vais pas détailler parce que j'ai pas le temps. Mais j'en ai dit, bon, vous les retrouvez sur les slides et donc sur les questions amont, donc j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Alors, j'en arrive à la conclusion, des 3 points essentiels à retenir. Donc, si vous voulez bien, prendre vraiment ce temps en amont, parce que on va dire, ouais, mais non. Nous, on n'a pas le temps, tout de suite, on avance le montage, le programme de travaux, etc. Bon.
Donc, il y a une argumentation. J'espère que la présentation vous aura donné un peu des billes pour le faire. Une vision partagée encore à minima, là, surtout sur les acteurs qu'on embarque, parce qu'on croit qu'on est tous d'accord ou pas, etc. Donc, bon, ça, c'est quand même une sacrée aventure sur des projets complexes, donc de partager là où on va, comment on le fait, pour qui, pourquoi, etc. Et puis, donc, la pratique de l'échelle de la participation, c'est-à-dire que, bon, tout le monde n'est pas forcément associé de la même façon au même moment, et donc, c'est un savant dosage, en fait, voilà, de qui associer, et que la gouvernance... la gouvernance, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que vous avez des questions? Sachez que cet après-midi, à 16h, il y aura un atelier sur la gouvernance. Donc, ça sera l'occasion de revenir plus en détail, et notamment de pouvoir poser des questions à Dominique. Et on va prendre quelques questions avant la pause déjeuner. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, ma question, c'est toujours la temporalité de la consultation auprès des habitants par rapport à la maturité du projet. Est-ce que, dans la programmation d'un lieu, est-ce qu'on consulte quand les élus ont 2 scénarios possibles et on consulte sur est-ce que ça répond à un besoin des habitants, ou est-ce qu'on consulte à partir de... On repart d'une feuille blanche en sollicitant les habitants? C'est toujours un peu le questionnement. Alors ça dépend du projet. Et donc, quand effectivement, je disais à un moment, il faut faire parler le porteur du projet. C'est qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il veut. Si je prends donc le projet de la prison de Pontagnoux et le projet du château de Pange, le château de Pange, donc eux, ils ont décidé dans un coin, c'était complètement la feuille blanche. Et ouais. Oui. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a une historique d'un bâtiment identifié, une ancienne prison, et des usages qui ont été formulés très forts. Et donc, c'est plutôt par rapport à... il y a beaucoup de possibilités. Oui. Alors, là, sur la prison, c'était pas tout à fait défini. Eux, dans un premier temps, ils ont choisi de consulter donc les associations qui s'étaient montées vraiment en opposant au projet, c'est-à-dire donc de les consulter et de voir avec eux en fait dans quel espace on pouvait trouver, je veux dire, un lieu pour exprimer la mémoire, parce que c'était donc une de leurs attentes. Bon. Il y a eu ce projet et la collectivité n'a pas souhaité, je veux dire, dans un premier temps, ouvrir complètement la discussion à tout le monde pour les usages, parce qu'il fallait qu'il y ait aussi une partie économique. Bon, donc ça va se faire dans un second temps, cette consultation citoyenne. Bon. Pour Pange, pareil, je veux dire, ils décident voilà, il y a un lieu qui va être destiné au territoire. Et donc là, c'est open, là c'est la feuille blanche, et ça a commencé par cette journée donc de concertation, et ça va donc dans le temps défiler comme ça, avec une association, donc bon, c'est après ça peut être, il peut y avoir plusieurs scénarios qui peuvent être aussi proposés, présentés, et de voir lequel remporte le plus d'adhésion, ça c'est possible ou pas. En tout cas, il faut le prévoir à un moment et assez en amont. Donc voilà la réponse que je ferai. Est-ce qu'il y a une autre question? On pourra parler de vos cas pratiques pendant les ateliers de co-développement. Vous avez demandé de nous faire remonter des sujets que vous souhaitiez traiter. On en traitera un en particulier, mais si vous voulez aussi évoquer chacun vos sujets en lien avec vos projets, ça sera l'occasion. Est-ce qu'il y a une autre question avant la pause déjeuner? Je voulais remercier particulièrement Dominique Pianon, donc qui, avant de créer son agence, a travaillé pendant 30 ans, 20 ans, 30 ans
à la Caisse des dépôts et qui était donc la responsable investissement, tourisme, culture et patrimoine, qui est une des fondatrices du programme. Je vois qu'il y a Christophe Dechassé qui nous a rejoint. Viens. Qui est aussi un des fondateurs du programme. En fait, on a créé ensemble le programme aux prémices tous les trois. Et puis Valère est venu nous rejoindre. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Tu me prends au dépourvu, là. Ouais, je te prends au dépourvu, mais je ne savais pas que tu venais au début. Eh bon, merci. Bonjour à tous. Et puis, je suis content quand on fait le travelling arrière. On ne pensait pas qu'il y aurait 80 personnes quand on a lancé l'aventure il y a 4 ans, quoi. Donc c'est chouette. Et si en plus ça vous intéresse et que vous y trouvez des réponses, ça sera la meilleure des réponses à notre pari d'il y a 4 ans, d'aller explorer ces chemins de travers sur la valorisation du patrimoine. Et puis ce que je crois aussi, mais je pense que ça fera l'objet des discussions, c'est que ce sont des projets de territoire et qu'on voit beaucoup les projets par le prisme du bâti et de l'objet, mais que ça s'inscrit vraiment dans quelque chose de plus large. Et c'est ma conviction de plus en plus forte. Voilà. Alors, juste avant qu'on aille déjeuner, je voudrais donner la parole 2 minutes à Valère pour qu'il raconte la fin en 2 mots du Familistère de Guise. Ah, okay. On a vu le bâtiment, on a vu le Familistère Remix, donc ça devient quoi tout ça? Ben, on en reparle dans 30 ans, c'est toujours pas fini. Bon, vous devez être affamés, donc on va aller vite. Mais en t'écoutant tout à l'heure, ça me rappelait en fait la concertation, le remix qu'on avait organisé en 2020. En fait, il faut s'imaginer, on sortait du premier confinement, il n'y avait pas encore les masques. Les gens, ils avaient qu'une envie, c'était de se parler, quoi. Alors blablabla, ils étaient super contents, quoi. C'était thérapeutique en fait de parler sur le projet. Bon, on a du coup atterri sur différents scénarios de projet. Ce remix là, de ce marathon créatif, comme il l'avait appelé, ça a duré effectivement 2 jours. On en a profité pour définir effectivement plusieurs hypothèses de programmation. On a essayé d'affiner ça au fur et à mesure avec des études, notamment une étude de programmation architecturale sur les modèles économiques, ensuite une étude plutôt sur les montages. Et puis en fait, peut-être quelque chose que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré, on arrive un peu à ce moment, enfin on vient de le passer, mais à ce moment où en fait on n'arrive pas à passer le pas, c'est le moment de bascule entre le moment des études, le moment un peu de stratégie, de réflexion et le moment opérationnel. On se dit, bon, il faut aller chercher des opérateurs, il faut y aller, quoi. Et il y avait déjà en fait dans cette temps de concertation des entreprises, des opérateurs qui étaient là, qui disaient, moi je suis prêt à prendre ma part, mais on est anti-rage, c'est un territoire dans l'Aisne qui est compliqué, je n'ai pas de garantie sur le modèle économique, c'est compliqué de me lancer comme ça, quoi. Et donc ce qui a été décidé, c'est de créer une association de préfiguration qui est cofinancée par le département de l'Aisne et qui est cofinancée aussi par des opérateurs qui font partie de l'aventure maintenant. Quand je dis des opérateurs, c'est notamment le groupe SOS, que vous connaissez peut-être, qui est le principal groupe d'économie sociale et solidaire en France et à l'international, et puis le groupe Artes, qui est un groupe d'hébergement de tourisme social, en particulier dans les Hauts-de-France. Et ce qui est fait en fait sur le projet donc, simplement de l'aile gauche là, du Familistère, c'est un projet plutôt sur de la formation en lien avec les besoins des entreprises du territoire. Donc c'est un territoire vraiment industriel. Donc ça va être un lieu de formation pour les entreprises avec pourquoi pas du séminaire résidentiel ou des formations résidentielles. Donc la Artes va proposer de l'hébergement aussi. On n'est plus complètement sur un produit hôtelier, plutôt un produit d'économie sociale et solidaire. Et donc on est dans cette phase d'activation. Ça fait un peu le lien ou la passerelle avec plutôt ce dont on va parler cet après-midi, où on va tester des usages dans cette phase de 2-3 ans là, de préfiguration. Je sais que Pange aussi va un petit peu sur cette voie-là. Et ça permet pour ces projets patrimoniaux où l'exploitation de modèle économique est un petit peu contraint, où des opérateurs disent on a envie d'y aller mais il nous faudrait un peu des garanties, voilà, de leur mettre le pied à l'étrier et d'embarquer voilà, des opérateurs sur de l'exploitation et de sortir de cette phase d'étude. Voilà. Donc on en est là, mais on fera le point dans 2-3 ans. Et puis je pense que de toute façon on a encore pour des années sur le Familistère, heureusement. Voilà. Merci beaucoup à tous pour la qualité de vos interventions.